Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande. Cette phrase provocatrice, Sartre l'écrit dans un article qu'il a fait paraître dans le premier numéro des Lettres françaises sorties de la clandestinité, c'était en septembre 1944. L'article s'appelait « La République du silence » et se poursuivait ainsi. Nous avions perdu tous nos droits, et d'abord celui de parler. On nous traitait en face chaque jour, on nous insultait, en face chaque jour, et il fallait nous taire. On nous déportait en masse, comme travailleurs, comme juifs, comme prisonniers politiques. Partout sur les murs, dans les journaux, sur l'écran, nous retrouvions cet immonde et fade visage que nos oppresseurs voulaient nous donner de nous-mêmes. À cause de tout cela, nous étions libres. Puisque le venin nazi se glissait jusque dans notre pensée, chaque pensée juste était une conquête. Puisqu'une police toute puissante cherchait à nous contraindre au silence, chaque parole devenait précieuse comme une déclaration de principe. Puisque nous étions traqués, chacun de nos gestes avait le poids d'un engagement. Les circonstances souvent atroces de notre combat nous mettaient enfin à même de vivre sans phare et sans voile cette situation déchirée, insoutenable qu'on appelle la condition humaine. À chaque seconde, nous vivions dans sa plénitude le sens de cette petite phrase banale « Tous les hommes sont mortels ». Et le choix que chacun faisait de lui-même était authentique puisqu'il se faisait en présence de la mort. Puisqu'il aurait toujours pu s'exprimer sous la forme plutôt la mort que. Ainsi, la question même de la liberté était posée et nous étions au bord de la connaissance la plus profonde que l'homme peut avoir de lui-même. Car le secret d'un homme, ce n'est pas son complexe d'Édipe ou d'infériorité. C'est la limite même de sa liberté. C'est son pouvoir de résistance au supplice et à la mort. Cette responsabilité totale, dans la solitude totale, n'est-ce pas le dévoilement même de notre liberté? Ainsi, dans l'ombre et dans le sang, la plus forte des républiques s'est constituée. Chacun de ses citoyens savait qu'il se devait à tous et qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. Chacun d'eux réalisait, dans le délaissement le plus total, son rôle historique. Chacun d'eux, contre les oppresseurs, entreprenait d'être lui-même irrémédiablement et en se choisissant lui-même dans sa liberté, choisissait la liberté de tous. Vous voyez, chez Sartre, la conception de la liberté est radicale, extrême et tragique. Ce texte est très beau. Il nous rappelle que dans le nom de Sartre, il y a le mot art. La liberté, vous le savez, est la notion fondamentale de la philosophie de Sartre. Contingence et liberté. Toute philosophie originale repose chez son auteur sur une expérience vécue. La contingence, avant d'être une notion, est chez Sartre un vécu. Orphelin de père, il a le sentiment d'exister pour rien, sans nécessité, sans destination, sans justification, le sentiment d'être superfétatoire. Il pourrait aussi bien ne pas exister. Son existence, donc, est contingente. Du coup aussi, il a le sentiment d'être libre. Il ne doit son existence qu'au hasard. Rien ni personne ne l'a choisi pour lui. Il ne se devra donc qu'à lui-même. Tout ce qu'il fait, il en est responsable. Autre notion cardinale. Contingence, liberté, responsabilité sont trois notions corrélatives, connexes. Cette expérience première que Sartre a vécue, il a aussi la conviction qu'elle est celle de tous. Mais beaucoup la refusent avec l'idée de Dieu, d'un Dieu créateur qui a voulu notre existence, qui l'a garantie.
Ceux-là, Sartre juge qu'ils se mentent délibérément, qu'ils sont de mauvaise foi. Nouvelle notion centrale chez Sartre. Son ouvrage philosophique majeur, L'être et le néant, Sartre l'a écrit sous l'occupation et l'a publié en 1943. On peut le lire comme un traité de résistance. L'ouvrage fourmille de références allusives à la situation des Français de l'époque, jusqu'à cette référence ironique aux lieux interdits aux non-juifs. Et voici donc la 5e notion fondamentale de l'existentialisme sartrien, celle de situation. La situation, c'est le donné objectif auquel je ne peux échapper. Je suis d'un pays, d'une classe, d'un moment de l'histoire, d'une famille, je suis petit ou grand, blanc ou brun, en bonne santé ou non. Les autres me tiennent pour tel, et je suis un pour soi. Mais j'ai un pour autrui, une existence objective qui me définit à leurs yeux. Cette situation, je peux l'assumer ou non, je peux m'en défaire, mais je ne peux m'en défaire. Un exemple, dans L'être et le néant. Un homme et une femme dans un café qui se connaissent à peine, qui sont plongés dans une conversation sentimentale. L'homme tient des propos éthérés, plaçant leur relation naissante sur un plan purement spirituel. La femme l'écoute avec confiance, heureux d'être considéré comme un être exquis. Mais voici que l'homme soudain prend la main de la femme, la pétrit. Celle-ci doit choisir. Soit elle répond à la pression sensuelle de cette main, soit elle la retire. Mais elle ne veut pas renoncer à une complicité qui la ravit. Alors elle choisit de ne pas choisir. Elle abandonne sa main comme si elle ne lui appartenait pas, comme du bois mort. Elle se désolidarise de son corps pour rester pur esprit. Sa conduite relève évidemment de la mauvaise foi. Activité, passivité, refus, il faut choisir. Cette obligation se retrouve partout dans la vie sociale, et bien évidemment sous l'occupation allemande. Vous connaissez peut-être ce petit livre de Vercors qui s'appelle « Le silence de la mer », qu'il a publié clandestinement sous l'occupation. Une famille française est forcée d'accueillir chez elle un officier allemand. Il se montre d'une politesse exemplaire, il n'y a rien à lui reprocher. Épris de culture française, il a réquisitionné la maison de cette famille qui comprend un homme âgé et sa nièce. À travers des monologues prônant le rapprochement des peuples et la fraternité, il tente, sans succès, de rompre le mutisme de ses hôtes, dont le patriotisme ne peut s'exprimer que par ce silence actif. Devant le fait brutal de l'occupation, et surtout quand se développe une résistance active, il y a 3 attitudes possibles. La collaboration, l'abstention, la résistance. Chaque Français est contraint de choisir. S'abstenir, c'est encore choisir, comme le montre l'exemple du couple que Sartre analyse comme une scène de comédie dans L'être et le néant. Sous l'occupation, Sartre a écrit et fait jouer sa pièce « Les mouches », dont le thème est précisément la liberté. Dans un Argos où les habitants sont rongés par le remords d'avoir accepté pour souverain Égiste, un homme d'ordre, qui a tué le roi Agamemnon et couche avec sa femme Clytemnestre, le jeune Oreste décide de tuer Égiste et Clytemnestre, sa mère, pour délivrer sa sœur Électre et ses concitoyens qui se consument dans le remords. Oreste résiste à la culpabilisation que tente Jupiter. Jupiter sait que Oreste est libre et que celui-ci le sait. Quand une fois la liberté a explosé dans une âme d'homme, les dieux ne peuvent plus rien contre cet homme-là. Voici leur dialogue final. Jupiter. Qui donc t'a créé? Oreste. Toi. Mais il ne fallait pas me créer libre. Jupiter. Je te donnais la liberté pour me servir.
Au reste, il se peut, mais elle s'est retournée contre toi, et nous n'y pouvons rien, ni l'un ni l'autre. Jupiter. Ah, enfin, voilà l'excuse. Au reste, je ne m'excuse pas. Jupiter. Vraiment? Sais-tu qu'elle ressemble beaucoup à une excuse, cette liberté dont tu te dis l'esclave? Au reste, je ne suis ni le maître ni l'esclave, Jupiter, je suis ma liberté. À peine m'as-tu créé que j'ai cessé de t'appartenir. Jupiter, ta liberté n'est qu'une gale qui te démange, elle n'est qu'un exil. Au reste, tu dis vrai, un exil. Étranger à moi-même, je le sais. Hors nature, contre nature, sans autre recours qu'en moi. Mais je ne reviendrai pas sous ta loi. Je suis condamné à n'avoir d'autre loi que la mienne. Je ne peux suivre que mon chemin, car je suis un homme, Jupiter, et chaque homme doit inventer son chemin. Jupiter, que comptes-tu faire? Au reste, les hommes d'Argos sont mes hommes. Il faut que je leur ouvre les yeux. Jupiter, pauvres gens. Tu vas leur faire cadeau de la solitude et de la honte. Tu vas arracher les étoffes dont je les avais couverts et tu leur montreras soudain leur existence, leur obscène et fade existence qui leur est donnée pour rien. Au reste, pourquoi leur refuserais-je le désespoir qui est en moi puisque c'est leur lot, pardon. Jupiter, que feront-ils? Au reste, ce qu'ils voudront, ils sont libres et la vie humaine commence de l'autre côté du désespoir. Leur obscène et fade existence qui leur est donnée pour rien. Autrement dit, la contingence de l'existence. On se rappelle dans la nausée l'horrible extase de Roquentin devant la racine de marronnier dans le jardin public de Bouville. L'expérience vécue de la contingence. Puis, à l'écoute de Some of These Days, chanté par la négresse, le fragile mais bel espoir que constitue l'œuvre d'art comme moyen d'échapper à la contingence, à l'existence nue. Les Mouches a établi cette vérité, l'homme est condamné à être libre. Si vous avez lu L'existentialisme est un humanisme, cette brève conférence de Sartre qui a eu tant d'influence, vous vous rappelez peut-être l'histoire de ce jeune homme qui doit choisir entre rejoindre la résistance à laquelle l'appellent ses amis ou rester auprès de sa mère qui a besoin de lui. Il a donc le choix entre deux valeurs, la valeur des sentiments et la valeur de la solidarité avec un collectif. On ne sait pas quel choix il a finalement fait. Un plaisantin récemment a dit, au fond, ce qu'il aurait dû faire, c'est ne pas choisir et aller se réfugier en Suisse. Voyons à présent comment se formule l'idée de liberté en termes philosophiques dans l'être et le lire. La chose à établir d'abord, c'est celle-ci. La condition première de l'action, c'est la liberté. La néantisation fait advenir ce qui n'est pas, ce qu'on désire réaliser par exemple, pour poser une fin. Et la condition indispensable et fondamentale de toute action, c'est la liberté de l'être agissant. La liberté n'a pas d'essence, elle n'est soumise à aucune nécessité logique. C'est d'elle qu'il faudrait dire, en elle, l'existence précède l'essence. Ma liberté est perpétuellement en question dans mon être. Elle n'est pas une qualité surajoutée ou une propriété de ma nature. Elle est très exactement l'étoffe de mon être. Et voici qui explicite une réplique d'Oreste. Je suis condamné à exister pour toujours, par-delà mon essence, par-delà les mobiles et les motifs de mon acte, je suis condamné à être libre. C'est dans L'être et le néant, page 515. L'homme est libre parce qu'il n'est pas soi, mais présence à soi. L'être qui est ce qu'il est
ne saurait être libre. La liberté, c'est précisément le néant qui est été au cœur de l'homme et qui contraint la réalité humaine à se faire au lieu d'être. Sartre, en effet, définit la réalité humaine, c'est ainsi qu'il traduit le Dasein de Heidegger, comme un être qui est ce qu'il n'est pas et qui n'est pas ce qu'il est. La liberté n'est rien autre que l'existence de notre volonté ou de nos passions, en tant que cette existence est néantisation de la facticité. La facticité, c'est le fait d'être, c'est-à-dire celle d'un être qui est son être sur le mode d'avoir à l'être. Pour l'opinion courante, être libre ne signifie pas seulement se choisir. Le choix est dit libre s'il est tel qu'il eût pu être autre qu'il est. L'exemple que prend Sartre, c'est l'homme qui est en excursion avec des camarades. L'excursion dure, la fatigue s'accumule, la question se pose, céder à la fatigue ou non. Si je cède, je sais que j'aurais pu faire autrement, mais à quel prix ? Sartre, examinant les mobiles et les motifs d'une action ou d'un comportement, mobile antérieur, motif dans le futur, en vient à discuter la psychanalyse freudienne qui établit une causalité verticale, tout entière orientée vers le passé du sujet agissant. Une psychanalyse existentielle, celle que prône Sartre, au contraire, cherche dans la dimension du futur ce qui motive un acte. Elle va du futur vers le présent. Est compréhensible toute action comme projet de soi-même vers un possible. La liberté a comme corrélat la responsabilité et l'angoisse. Responsabilité, je dois choisir et en choisissant, je risque. D'où angoisse. Quoi que je fasse, je suis sans excuse. Dans l'angoisse, nous ne saisissons pas simplement le fait que les possibles que nous projetons sont perpétuellement rongés par notre liberté à venir, nous appréhendons en outre notre choix, c'est-à-dire nous-mêmes, comme injustifiable. C'est-à-dire que nous saisissons notre choix comme ne dérivant d'aucune réalité antérieure et comme devant servir de fondement, au contraire à l'ensemble de significations qui en constituent la réalité. Le choix peut être opéré dans la résignation ou le malaise. Il peut être une fuite. Il peut se réaliser dans la mauvaise foi. Nous pouvons nous choisir comme fuyants, insaisissables, hésitants. Nous pouvons même choisir de ne pas choisir. Dans ces différents cas, des fins sont posées par-delà une situation de fait et la responsabilité de ces faits nous incombe. Quel que soit notre être, il est choix. Et il dépend de nous de nous choisir grand ou noble ou bas et humilié. C'est donc notre liberté qui constitue les limites qu'elle rencontrera par la suite. En fait, nous sommes une liberté qui choisit, mais nous ne choisissons pas d'être libres. Nous sommes condamnés à la liberté, comme nous l'avons dit plus haut, jetés dans la liberté ou, comme dit Heidegger, délaissés. Notre existence est gratuite, injustifiée, contingente. Parmi les 1000 manières qu'a le pour-soi de s'arracher à sa contingence originelle, il en est une qui consiste à se faire reconnaître par autrui comme existence de droit. Ceux-là, dans la nausée, dans la scène fameuse de la visite du musée de Bouville, où pendent les tableaux des notables de la ville, Sartre les appelle les salauds. Le salaud, c'est l'être qui veut se faire reconnaître comme existant de droit. Nous appellerons en situation la contingence de la liberté dans le plénum d'être du monde en tant que ce datum, ce donné,
qui n'est là que pour ne pas contraindre la liberté, ne se révèle à cette liberté que comme déjà éclairée par la fin qu'elle choisit. Le paradoxe de la liberté, il n'y a de liberté qu'en situation, et il n'y a de situation que par la liberté. Ma place, le donner, la place que m'assigne ma naissance. La liberté est l'appréhension de ma facticité. Je suis engagé, embarqué malgré moi, et c'est précisément cet engagement qui donne son sens à ma place contingente et qui est ma liberté. Mon passé est également une contrainte, il fait partie de la situation. Le passé est irrémédiable. Si la liberté est choix d'une fin en fonction du passé, réciproquement, le passé n'est ce qu'il est que par rapport à la fin choisie. Le sens du passé social est perpétuellement en sursis. Être libre, c'est être perpétuellement en instance de liberté. Arrêtons-nous un moment sur la situation, le donner, ce qu'on a fait de nous. Sartre écrit dans Saint-Genet, « L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. » Être libre, c'est être pour faire, et c'est être libre dans le monde. Ainsi, le surgissement de la liberté est cristallisation d'une fin à travers un donné et découverte d'un donné à la lumière d'une fin. Ces deux structures sont simultanées et inséparables. Venir au monde comme liberté en face des autres, c'est venir au monde comme aliénable. Ainsi, le juif est constitué comme tel par les autres, aliéné par leur regard. Ainsi, la liberté de l'autre confère des limites à ma situation, mais je ne puis éprouver ces limites que si je reprends cet être pour l'autre que je suis et si je lui donne un sens à la lumière des fins que j'ai choisies. Les angoisses de la mauvaise conscience, c'est-à-dire de la conscience de mauvaise foi, qui a pour idéal de se juger, c'est-à-dire de prendre sur soi le point de vue de l'autre. Jean Genet, blâmé, moralement condamné comme voleur par les gens chez qui il a été recueilli, enfant de l'assistance publique, et chez qui il a commis de menus larcins. Sa révolte, je serai le voleur. Sartre commente, j'admire profondément cet enfant qui s'est voulu envers et contre tous quand nous étions occupés à bouffonner servilement pour plaire. L'existence même de la mort nous aliène tout entier dans notre propre vie, au profit d'autrui. Être mort, c'est être en proie au vivant. La réalité humaine demeurerait finie, même si elle était immortelle, parce qu'elle se fait finie en se choisissant humaine. Être fini, en effet, c'est se choisir, c'est-à-dire se faire annoncer ce qu'on est en se projetant vers un possible à l'exclusion des autres. L'acte même de liberté est donc assomption et création de la finitude. À tout cela, il y a des conséquences morales. L'homme, étant condamné à être libre, porte le poids du monde tout entier sur ses épaules. Il est responsable du monde et de lui-même en tant que manière d'être. Exemple de la guerre. Si je ne déserte pas, ou si je ne me suicide pas, je suis responsable de cette guerre. Elle devient ma guerre. Elle est à mon image et je la mérite. Car le propre de la réalité humaine, on l'a dit, est d'être sans excuse. Mon délaissement, c'est-à-dire ma facticité, consiste simplement en ce que je suis condamné à être intégralement responsable de moi-même et du monde comme monde peuplé. La situation, il faut faire avec. Je vais prendre une analogie, comme amateur de jazz.
la grille d'accords et la structure d'un thème bebop, par exemple le Coco de Charlie Parker, bâti sur les harmonies de Cherokee. La grille est ce qui contraint. Elle est la situation à l'intérieur de quoi l'improvisation se développe librement, c'est-à-dire la suite d'accords qui forment la structure d'un thème, ou si on prend un thème encore plus compliqué, celui de Giant Steps de John Coltrane, qui pousse la contrainte jusqu'à un changement d'accord tous les 2 temps et de tonalité toutes les mesures sur un tempo ultra rapide. Le free jazz s'est affranchi de la grille avec Ornette Coleman. Le jazz modal s'est affranchi des accords. Puis en supprimant les accords, le jazz s'est tourné vers l'atonalité, avec un musicien comme Cecil Taylor par exemple. Cette liberté l'a épuisé. Il est revenu à la structure et aux accords. Saint-Genet, la préface que Sartre a écrite aux œuvres complètes de Jean Genet, préface qui fait 600 pages, un volume entier, c'est une épopée de la liberté, où est décrit comment un individu entièrement conditionné par sa situation d'enfant de l'assistance publique, devient un homme libre en se choisissant écrivain, et écrivain révolté. Dans la critique de la raison dialectique, qui est l'ouvrage par lequel Sartre dialogue avec le marxisme, pour essayer de savoir à quelles conditions l'histoire est intelligible, l'acte libre est montré comme s'inscrivant dans la matière ouvrée, la matière travaillée. Et cet acte libre devient un pratico-inerte. Et la fin se mue en contre-finalité. C'est toute la démonstration qu'il fait au long de la critique de la raison dialectique. Et enfin, dans L'idiot de la famille, l'ouvrage final de Sartre, près de 3000 pages, 3 volumes, Sartre montre comment l'individu Gustave Flaubert, dès l'origine mal inséré dans le langage, devient écrivain en choisissant de se néantiser dans l'imaginaire et de néantiser le monde tout entier. C'est l'œuvre finale de Sartre, la grande œuvre où il met à l'épreuve sa philosophie et sa morale. C'est un livre encore trop peu lu à mon avis, un grand livre, difficile, mais moins difficile qu'on le croit, avec quelques scènes tout à fait extraordinaires comme celle de la crise épileptique de Flaubert, où il montre que c'est une crise intentionnelle qui va permettre à Flaubert de gagner le statut dans sa famille d'écrivain, c'est-à-dire d'homme qui n'a pas à gagner sa vie. Je vous recommande L'idiot de la famille. Oui, monsieur? Je vous prends un mot sur L'idiot de la famille et sur la fascination de Sartre pour Flaubert, qui n'est pas le seul d'ailleurs à éprouver. Et je pense qu'au centre de cette fascination en particulier, il y a quelque chose qu'on passe souvent sous silence à propos de Sartre, qui est son très profond réalisme. Oui. Je pense que ça appartient de certaine manière au premier Sartre, tel qu'il se systématise dans les éléments, qui se cherche dans les carnets de la drôle de guerre. Il y a une fascination, mais positive, pas négative, pour le réel tel qu'il est là, sans moi, pour personne, dans son absoluité dans soi. Une fascination dont on pourrait croire qu'elle rejoint la fascination très morbide de Roquentin face aux racines du Baronnier, etc. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une fascination par la contingence pour eux. Il n'y a pas de nausée, il y a au contraire presque un sentiment du salut, c'est-à-dire la chose en soi, dans son absolue plénitude, dans sa façon de m'ignorer. C'est une forme d'absolu qui contente très profondément Sartre, et c'est très beau dans les carnets de la guerre, beaucoup moins ensuite dans tout le système de la liberté. Ce que je remarque, c'est qu'on retient en général le Sartre de la liberté radicale, mais absolument pas ce Sartre de ce réalisme robuste, qui est pourtant, au même titre que la liberté, une image du salut. Il y a une très profonde joie ontologique dans tous ces passages, qui va ensuite se retrouver chez Flaubert. Et je m'interroge sur ce Sartre-là, parce que c'est pas rien. Moi, j'ai une très profonde admiration pour tous ces textes.
Oui, c'est le choix de l'imaginaire. Si vous voulez. Enfin, c'est ce qu'il montre dans le cas de Flaubert. Je ne suis pas sûr d'avoir décelé une question dans ce que vous venez de dire. Non, c'est une question sur qu'est-ce que vous faites de tous ces passages qui sont assez nombreux au moment des carnets d'abord de guerre, au moment où il est en train de construire l'être néant, et on sent qu'à côté du système de la liberté radicale, il y a ce système d'un réalisme robuste et d'une très profonde joie à décrire la chose sans moi, qui anime Flaubert de la même manière. Oui. Mais elle anime le premier Sartre. Le réalisme. Là-dessus parce que en général ça passe à la trappe. Somme toute, la tentative de l'idiot de la famille, puisque dans la critique de la raison dialectique, Sartre cherchait à établir les conditions de l'intelligibilité de l'histoire, il a décidé au fond de mettre à l'épreuve ses propres idées sur un cas particulier, sur le cas d'un homme, et de procéder à cette psychanalyse existentielle qu'il prônait dans l'être néant, mais enrichi évidemment de toute une réflexion sur l'histoire et d'une réflexion sur la liberté concrète et d'une réflexion sur ce qu'est l'imaginaire, pour finir. En quoi consiste l'imaginaire par rapport à une prise en compte du réel. C'est ce qui fait de l'idiot de la famille un grand roman, à mon sens. Oui. Merci pour cette conférence aussi très claire. Comme mon voisin, je partage un certain goût pour Sartre. Mais ma question posera néanmoins sur la manière dont Sartre s'est engagé et a fait preuve de résistance à travers les mouches et peut-être à travers l'être néant. Alors, pas de faux procès. Je m'explique d'abord. On comprend les mouches comme un acte de résistance, la manière dont il pouvait exprimer son refus à travers la mythologie. On le dit moins de l'être néant, qui fut connu après-guerre et qui a été d'une certaine manière décontextualisé. Mais l'être néant ne se comprend qu'en situation d'être en guerre. Il n'arrête pas de dire dans les carnets de la drôle de guerre, et que pour que se révèle cette liberté aussi radicale, il faut des situations extrêmes. Il faut quoi? Des situations extrêmes. Oui. Celles où on est conduit par plutôt la mort qu'eux. C'est-à-dire que tous les exemples qui ont fait ensuite le succès de Sartre, la coquette que vous avez évoquée, ou tant d'autres, sont peut-être aussi cryptés. Et vous l'avez montré, ça veut dire que derrière la coquette, vous avez cité Vercors. Est-ce que les autres Français qui accueillent l'officier allemand ne sont pas de mauvaise foi en choisissant le silence, c'est-à-dire sans avoir à choisir, littéralement. Donc, d'une certaine manière, sous la coquette, on peut trouver un autre exemple. La honte, celui un peu pervers qui regarde dans le trou de la serrure une femme peut-être dénudée, évidemment, c'est pas ça. C'est le regard du Français sous occupation, vu par le résistant, vu par l'occupant, et qui a honte de lui-même. L'exemple du promeneur, ce n'est pas simplement les promenades qui faisaient avec Simone de Beauvoir, de savoir quand est-ce que je cède à ma fatigue. La question qui obsédait Sartre, ce n'était pas de savoir s'il cédait ou non à sa fatigue, et comment sa liberté s'y exprimait, mais comment on peut résister à la torture. Jusqu'à quel moment, si je puis dire, je peux tenir le coup. C'est la mort sans sépulture et tant d'autres. C'est-à-dire que tous ces exemples-là ont masqué le fait que c'était vraiment un livre qui a été écrit en 1943 et qu'il fallait lire aussi de cette manière. Donc je pense vraiment que c'est un livre, d'ailleurs probablement aussi en réponse à Alain. C'est contre Mars et la guerre jugée. Maintenant, que vaut cet acte de résistance? En quoi peut-on le voir comme étant un engagement radical de sa part, par rapport à Vercors qui peut écrire en zone franche un tel texte? C'est une question aussi naïve, mais qui n'est pas un procès, mais qui m'interroge sur cette manière d'écrire et malgré tout de résister dans la collaboration. C'est aussi deux moments dans le développement de la situation de l'occupation. Il y a un premier moment où la résistance s'étant pas encore affirmée par des actes, il est possible d'opposer simplement le silence à l'occupation, mais dès que la résistance se manifeste,
le choix devient indispensable, inévitable, et c'est là qu'il devient crucial aussi, hein, et que l'opposition se noue entre l'acceptation passive, la démission et la résistance. Je ne réponds pas à une question, là, c'était juste pour préciser la situation historique. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Vercors, il revient dans Qu'est-ce que la littérature? Il explique que c'était vraiment un livre destiné aux Français de 40-42 qui n'a plus aucun sens par la suite. Oui. C'était au moment où l'ennemi n'était plus abstrait, mais prenait des visages humains, et on découvrait la politesse des Allemands, ce qui était tout à fait embarrassant. Donc c'est évidemment toujours en situation. Oui. Oui. Merci Michel pour ton exposé très clair. J'ai une question. Une des manifestations de la liberté du premier Sartre, c'est la critique de l'esprit de sérieux. Oui. C'est cet esprit de sérieux qu'il veut suspendre et il plaide justement contre ceux qui incarnent l'esprit de sérieux. Et on s'aperçoit que cette notion disparaît. En tout cas, elle n'a plus lieu d'être après la guerre, et toute la connexion que Sartre faisait entre le refus de l'esprit de sérieux et la liberté, il l'évacue complètement, comme si finalement l'épreuve de la guerre l'avait amené à invalider cette connexion première entre le refus de l'esprit de sérieux et la liberté. Alors, d'après toi, qu'est-ce qui justifie exactement cette indifférence totale à ce thème qu'il a quand même occupé pendant une bonne quinzaine d'années, puisqu'il revient très 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 souvent, et même, je dirais, qu'il fait une sorte de typologie anthropologique de ceux qui sont habités par l'esprit de sérieux et ceux qui, au contraire, s'en affranchissent. Oui. Alors, d'après toi, cette disparition, qu'est-ce qu'elle veut dire? Je dirais ceci. À l'esprit de sérieux, dans les années 20 et 30, dans les années 30, Sartre oppose le jeu. Il considère son existence sociale comme un jeu. Et Simone de Beauvoir raconte très bien dans La force de l'âge comment ils ont vécu leur propre couple comme un jeu. Ils s'appelaient tantôt Mr. and Mrs. Morgan Hattick, riches touristes américains qui jouissaient de la vie, et tantôt comme Monsieur et Madame Morgan Hattick, des petits bourgeois français profitant de la vie. L'esprit de sérieux, en quoi consiste-t-il? Il consiste à déchiffrer dans le monde des valeurs comme des impératifs auxquels nul ne peut se soustraire. Or, ce que Sartre montre bien, c'est que les valeurs n'existent que par la validation que nous en faisons chacun pour nous-mêmes en vue de nos propres fins. L'esprit de sérieux, ça consiste à se vivre aussi comme existant de droit, et ça consiste en ce que Robert Maggiori montrait très bien ce matin, en l'attitude arrogante, l'attitude qui consiste à s'affirmer aux dépens des autres, en prenant leur place, en occupant toute la place. Dans la guerre, Sartre se rend compte que le jeu, ça ne fonctionne plus. Comme on dit, hein, c'est la réalité qui est devenue sérieuse, c'est-à-dire il faut répondre aux injonctions de la réalité. Et le thème, donc, en effet, disparaît de la pensée de Sartre après la guerre. On retrouve d'ailleurs très peu, des questions d'esprit de sérieux dans L'être et le néant, mais en passant comme ça, c'est pas un thème central. Et puis ensuite, on peut dire que Sartre, au fond, s'est laissé gagner par les réquisitions de l'histoire, par le sérieux,
il y a une mauvaise période de la vie de Sartre, c'est 52 à 56, son compagnonnage avec le Parti communiste, qu'il vit comme une nécessité à laquelle il faut se soumettre. Heureusement, en 56, sa révolte contre la répression de la révolte hongroise va l'amener à reconsidérer le rôle de l'Union soviétique. Et puis, il y a encore une période pendant laquelle, ça date de 62 à 65 à peu près, la période où Khrouchtchev domine le gouvernement soviétique, et c'est une période dans laquelle on peut croire que la société soviétique va se libéraliser, va offrir des libertés, ce qui ne sera finalement pas le cas. Khrouchtchev est éliminé par une tendance dure du PC de l'Union soviétique, et Sartre, à ce moment-là, surtout après 68, c'est-à-dire la répression cette fois de la révolte tchécoslovaque, va rompre définitivement avec l'Union soviétique. Sans d'ailleurs devenir maoïste pour autant. Il a accompagné un peu les maoïstes français dans leur rébellion politique. Le gauchisme maoïste l'a intéressé, mais il n'a jamais cru à la révolution culturelle, par exemple. Oui. J'ai deux questions. La première, c'est en quoi les chemins de la liberté seraient un exposé de sa philosophie, ou est-ce que c'est aussi un approfondissement? Et pourquoi il a arrêté, pourquoi le tome 4 n'est pas paru Et vous parlez de L'être et le lion? Non, les chemins de la liberté. Ah, le roman. Oui, oui. J'ai une deuxième question, c'est quelle était sa réaction à la critique de l'intellectuel engagé qui a fait oui, admirablement bien. Ah, c'est une question importante. André Breton, non, je précise. André Breton fait la théorie de l'intellectuel dégagé. Oui. Et Sartre est assez impressionné par ce texte qu'il lui avait demandé, et il lui dit allez le porter, si vous voyez, allez le porter au temps moderne. Et là, Merleau-Ponty refuse le texte en disant on ne peut pas se fâcher avec les communistes. Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors, quelle est la position de Sartre par rapport à ce texte? Et puis, la première question, le roman. Bon, le roman se voulait un roman de la liberté dans l'histoire. Et Mathieu fait l'apprentissage de l'histoire en étant mobilisé, et à la fin de La mort dans l'âme, on voit Mathieu sur le clocher d'une église qui tire sur les Allemands, et on pense qu'il meurt. Or, les brouillons du 4e tome nous révèlent que Mathieu n'est pas mort, et que dans le camp de prisonniers où il est affecté, il va mener une activité de résistance. Il va au fond rejoindre la solidarité humaine que prônait le personnage de Brunet, son ami militant communiste. Et pour finir, il devait mourir, ça n'est pas écrit, mais il a raconté le scénario à Simone de Beauvoir. Il devait mourir dans une action résistante, parce qu'il s'était évadé. Alors, c'est un échec, le roman, mais finalement, un roman sur la liberté ne peut être qu'inachevé, puisque rien n'est décidé avant la fin de l'existence même du héros, du personnage. Et donc, je trouve que c'est une bonne chose que ce roman, que je continue à trouver pas aussi raté que Sartre avait fini par penser qu'il l'était. Moi, je trouve que c'est un roman qui se lit bien, avec des passages magnifiques, avec dans le sursis une virtuosité narrative stupéfiante. Il y a dans le sursis, on peut regarder comment c'est écrit, il y a ce que j'appelle des pivots.
des pivots langagiers, où on passe dans une même phrase d'un lieu à un autre, d'une pensée à une autre, d'un personnage à un autre. C'est très astucieux. C'est même tellement virtuose que ça finit par être un peu, comment dire, vertigineux. Après ça, comme vous savez, Sartre a abandonné le roman. Il avait gardé jusqu'à la fin de sa vie l'idée d'écrire une nouvelle qui serait son testament politique et qui serait une sorte de réflexion sur lui-même dans l'histoire. Mais il ne l'a jamais écrite. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui. Et juste pour compléter ceci, est-ce que l'échec ne vient pas, pour le roman, dans le dernier texte inachevé, de la mise à peau au regard de Mathieu au profit de Brunet? C'est quand même, tout d'un coup, il y a un personnage principal qui est second arrivé, Oui, oui. au profit de Brunet et du Parti communiste, et derrière lequel on devait Nizan. Et c'est comme si on disait, mais finalement, j'avais tort, c'était Nizan qui avait raison. Est-ce qu'on peut le voir aussi comme ça, cet inachèvement? Vous savez, l'écriture des chemins de la liberté, c'est intéressant, c'est que c'est écrit, comment dire, en relation directe avec l'histoire. Le roman commence en juin 1938 et on a le sentiment qu'il fait une sorte de reportage sur lui-même dans son environnement social. Et puis, ensuite, il est dépassé par l'histoire. Et puis, finalement, quand il est encore en train d'écrire le 4e tome, les problèmes qui se posent sont ceux de l'après-guerre. Donc la situation de la libération n'a plus vraiment de sens. Et c'est Simone de Beauvoir, au fond, qui lui coupe l'herbe sous les pieds en écrivant Les Mandarins, qui est un roman justement sur les contradictions, les difficultés, les conflits de la vie à Paris dans l'après-guerre. C'est un bon roman, Les Mandarins, c'est un bon roman historique qui tient bien le coup. Et donc, Sartre s'est trouvé, comment dire, désengagé par rapport à son propre projet.